Merci beaucoup. J'ai de la chance, moi, d'avoir l'opportunité de partager le fruit de mon travail avec vous. Et comme j'essaie de vous le mettre dans cette première image, donc nous allons réfléchir ensemble, mais on peut vraiment dire qu'on est dans une dynamique de recherche, parce qu'aujourd'hui, parler de la différence homme-femme, c'est poser une question. Y a-t-il une différence homme-femme de la personne? Parce que le corps, on voit bien quand même, hein, il y a une certaine différence. On sait aussi que ce sont les femmes qui sont capables de porter l'enfant, de lui donner naissance, mais y a-t-il vraiment une différence dans notre tête? Et c'est la question qu'on m'a posée il y a 3-4 ans. On m'a dit, René, toi qui es scientifique, est-ce que tu chercherais s'il y a dans la science des preuves de l'existence d'une différence dans nos cerveaux, finalement. Le corps, on voit bien, mais est-ce qu'il y a une différence dans le cerveau? Et donc, du coup, j'ai lu beaucoup de neurosciences sur le sujet. Je vous ai mis là 4 visages de personnes qui ont retenu mon cœur et dont je vais vous présenter petit à petit les conclusions. D'accord? Donc, est-ce que les neurosciences confirment qu'il y a une différence entre hommes et femmes? Et si différence il y a, quel type de différence? C'est une complémentarité, mais pourquoi, comment, qu'en est-il? Et c'est moi qui vais parler, a priori, mais cependant, il ne faudrait pas vous déranger pour à la fin discuter, enrichir, parce qu'il me semble que notre société est en recherche. La première chose, c'est, on dit que chacun de nous est unique. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que chacun de nous est unique aussi dans notre cerveau? Ou est-ce que de fait, non, on a tous le même moule, pouf, et puis on est dans le fond identique, et le fait qu'on soit unique, bon, c'est pas ça fait joli. On dit que tous les êtres humains sont égaux, mais est-ce que c'est vrai, dans le fond? Est-ce qu'on est, le verbe naître, égaux? On dit que hommes et femmes sont différents, mais de quoi s'agit-il? Quelles sont ces fameuses différences? Est-ce que dans le fond, ce ne serait pas tout simplement la culture qui forge les différences? Et ceci, c'est ce qui est en ce moment enseigné aux enfants dans les écoles et sur les médias. Est-ce que c'est vrai, ou est-ce qu'il y a de vraies différences qui nous intéressent? Parce que nous tous, je pense que si on est là, c'est parce qu'on s'intéresse à l'homme et à la femme. C'est vraiment notre passion, n'est-ce pas? Sinon, on passerait par un week-end où on aurait pu se reposer tranquillement. Non, si on est là, c'est parce qu'on est tous passionnés par l'homme et la femme, et donc, s'ils sont différents, ben, ça nous intéresse. Et puis, si on est différent, est-ce qu'on est complémentaire? C'est important, en effet, parce que on se pose la question, tout à l'heure on nous a parlé éventuellement, il y a dans nos sociétés, il y a des couples qui font le choix de vivre de même sexe ensemble, voire même d'accueillir des enfants. Bon, est-ce que on a quelque chose à apporter là-dessus, ou est-ce que non, le masculin et le féminin sont complémentaires, et du coup l'enfant a besoin de bénéficier du père et de la mère? Tout ça, c'est des questions qui sont brûlantes pour nous, n'est-ce pas? Et puis, s'il y a complémentarité, ben, qu'est-ce que ça apporte, la complémentarité? Voilà à peu près mon plan. Ainsi bien que nous aurons donc 5 petites parties. Sommes-nous et en quoi uniques? Sommes-nous et en quoi égaux? Sommes-nous et en quoi différents? Complémentaires? Et qu'est-ce que tout ça va nous apporter dans notre réflexion humaine? Tout d'abord, donc, la question du fait qu'on serait unique. Bon, j'espère que je ne vous dérange pas, mais je vais vous rappeler un petit peu des cours de Sciences Nat, parce que nos enfants sont très formés là-dessus. C'est impressionnant. Moi, j'ai 15 petits-enfants, et je vois qu'ils sont très doués. Hein. Vous leur parlez même de neurologie, d'hormones, ils sont hyper doués. Donc, pour ne pas être à la ramasse, il faut qu'on approche un petit peu le wagon. Hein. Et donc, déjà, en fait, tous les spermatozoïdes qu'un homme produit sont différents. Toutes les ovules qu'une femme produit sont différents. Il n'y a pas 2 ovules qui sont identiques. Pourtant, c'est la même femme. Oui, mais dans son ovule, elle met un peu de son père, un peu de sa mère, et un mélange différent. Vous voyez? C'est que chacun de nous, lorsqu'on prépare une semence,
on prend un peu de notre papa, un peu de notre maman, mais dans un mélange différent. Un peu comme une cuisinière qui préparerait un gâteau, mais qui change la quantité d'œufs, de sucre, de farine, vous voyez, ça peut être sympa. C'est ce qui se passe dans toutes nos gamètes. Ce qui fait que déjà notre génome, le génome que j'ai reçu de ma maman et de mon papa, n'est pas le même que celui qu'ont reçu mes frères et sœurs. C'est intéressant, c'est une première chose. Mais alors deux jumeaux, est-ce qu'ils sont identiques ou un peu différents? Ah, ils vont être un peu différents. On a cru qu'ils étaient tout à fait identiques, mais quand on les observe, on voit que non, en fait, ils sont différents. Ils sont déjà différents à la naissance. Parce qu'en fait, en plus de la génétique, nos chromosomes, il y a l'épigénétique. C'est-à-dire que la génétique, c'est comme les moules. Vous rentrez dans une cuisine, il y a des moules. Ça, des moules, c'est des moules ronds, des moules carrés, des moules à tarte, des moules... Vous savez tout ça. Hein. Ça, c'est la génétique. Mais l'épigénétique, c'est les recettes de cuisine. Et il n'y a pas les mêmes recettes. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, ce sont les mêmes gènes que l'on a pour l'œil, ou pour l'orteil, ou pour le poumon. Or, un œil, un orteil, un poumon, c'est quand même pas pareil. Or, ce sont les mêmes gènes, oui, mais il y a l'épigénétique, c'est-à-dire qu'il est écrit que dans l'œil, on a besoin de ce gène-là, ce gène-là, ce gène-là, alors que dans un orteil, on a besoin de celui-ci, celui-là, celui-là. Donc l'épigénétique, c'est ce qui marque les gènes qui doivent fonctionner. Eh bien, cette épigénétique, en fait, ces choses-là, c'est quels sont les gènes qui fonctionnent, c'est écrit déjà dans le ventre de notre maman. C'est-à-dire que on vit dans notre maman pendant 9 mois, eh bien, s'inscrivent, il y a des petits signaux disant « Oh, ça, c'est un petit garçon, il a donc besoin de ce gène-là, de ce gène-là, de ce gène-là. » C'est-à-dire, en fait, les gènes de la masculinité sont inscrites, ceux qui doivent agir pour un garçon, cela s'écrit déjà dans le ventre de notre maman. Au contraire, c'est une petite fille, alors la maman, si j'ose dire sans le savoir, va inscrire d'autres gènes pour fonctionner. C'est qu'en fait, on a les mêmes gènes, mais, n'est-ce pas, parce que hommes et femmes, on a la plupart de nos chromosomes en commun. On n'en a que 2 qui sont différents, hein, n'est-ce pas? XX chez la femme, XY chez l'homme, oui, mais ce sont des chefs de chantier. C'est-à-dire que XX chez la femme ou XY chez l'homme font travailler tous les autres chromosomes. Et de fait, ne feront pas travailler les mêmes gènes. Ils vont marquer par épigénétique ceux qui doivent s'activer et ceux qui doivent se reposer. Vous voyez? Donc c'est assez extraordinaire. Hein, par exemple, la différence, nous les garçons, nous avons des testicules. Les filles ont des ovaires. Comment ça marche? Eh bien, ce n'est pas XY qui vont faire tout ça. Ils font travailler les autres chromosomes de manière différente. Et ayant Y, on va mettre des marques épigénétiques sur les autres chromosomes pour que le garçon, c'est un garçon, donc il a un testicule. Au contraire, si c'est une petite fille, ces chromosomes XX vont faire travailler les bons chromosomes pour faire un ovaire. Vous voyez? Donc ça, c'est l'épigénétique. Ce sont des marques que l'on met, hein, et cela va se faire tout au cours de notre enfance, dans le ventre de notre maman, puis tout au cours de notre enfance, jusqu'à 22-24 ans. C'est-à-dire jusqu'à 22-24 ans, il y a des marques épigénétiques pour nous aider à devenir ce que nous sommes, un homme ou une femme. On est un petit gars de 12 ans ou une jeune fille de 12-13 ans n'a pas encore reçu tout ce que va lui donner sa biologie. Il faut attendre 22-24 ans pour qu'il ait reçu tout ce qui fait de lui un homme ou ce qui fait d'elle une femme. C'est assez extraordinaire. Et puis, il y a la plasticité cérébrale. La plasticité cérébrale. C'est que notre cerveau, c'est comme un muscle. Regardez, moi par exemple, je n'ai pas fait énormément de sport. Une fois que j'ai quitté le secondaire avec le foot, j'ai fait que de travailler jusqu'à aujourd'hui, je ne me suis jamais arrêté. Donc mes muscles ne sont pas très développés. Au contraire, des amis de classe, musclés, ont des gros mollets, ils ont fait du vélo, ils ont musclé. Eh bien c'est pareil pour le cerveau. Chacun d'entre nous muscle ou pas telle ou telle région du cerveau. Par exemple, des gens, je pense à une amie,
sont très dévoués. J'ai une amie qui passe sa semaine à aider des gens, toute la semaine. Donc, elle a développé dans son cerveau toutes les aptitudes dont ont besoin les gens pour qui elle travaille. C'est-à-dire que dans notre cerveau, nous musclons les zones que nous utilisons. De la même manière que c'est en forgeant qu'on devient forgeron, on disait autrefois, ou c'est en lisant qu'on devient apte à lire, c'est en s'occupant des autres qu'on devient apte à s'en occuper de manière aisée. Et ça, c'est la plasticité cérébrale. C'est-à-dire que les zones qu'on utilise, les axones des neurones, se myélinisent et conduisent l'électricité jusqu'à 3000 fois plus vite. Alors c'est sûr, c'est facile. Donc quand, regardez, parmi vous, je suis sûr qu'il y a des pianistes, quand ils étaient petits, c'était très difficile. Maintenant, ils jouent du piano tout en discutant avec leur épouse. Ah oui. Parce que de fait, ils ont musclé les zones en myélinisant les axones nécessaires et en coupant tous les branches des neurones qui sont inutiles, ce qui fait qu'on devient efficace. Voilà donc ce qui fait que chacun d'entre nous ne partait pas avec les mêmes gènes, on n'a pas reçu les marques épigénétiques au même endroit et n'a pas musclé les mêmes zones de son cerveau. Ce qui fait que deux jumeaux, vous les prenez à 30 ans, ce n'est plus les mêmes. Chez nous, on a deux prêtres jumeaux, ils sont tous les deux sympathiques, mais ce n'est pas du tout les mêmes. Donc, oui, ces trois phénomènes concourent à rendre chacun de nous unique. Maintenant, sommes-nous égaux? Bon, on est unique, donc bon, sommes-nous égaux? Ben déjà, physiquement, il y a une belle diversité. Hein, on passerait un test physique, nous tous, là, ben, on n'aurait pas les mêmes notes, n'est-ce pas? Hein, c'est que physiquement, nous sommes très différents. Peut-être égaux, on nous le dit, mais très, très, très inégaux dans nos aptitudes physiques. Est-ce que c'est vrai aussi sur le plan psychique? Oui, tout à fait. Je vais vous donner des exemples concrets, biologiques. Nous sommes très inégaux au niveau du cerveau. Ben, ça se voit déjà. Regardez, si vous pensez à Bach ou à Mozart, franchement, ils avaient des aptitudes. Hein, où on voit des petits-enfants qui sont déjà très doués en peinture ou en dessin. Moi, je le vois parmi mes enfants ou mes petits-enfants. Certains, tu leur donnes un crayon, c'est tout de suite, ça nous touche. Donc, on est, au sens naître, chacun avec des aptitudes différentes. Mais on est aussi avec des aptitudes différentes sur le plan relationnel. Notre intelligence affective est aussi différente que notre taille. Chacun d'entre nous a une aptitude, des aptitudes affectives qui lui sont propres. Personnellement, parmi mes filles, nous en avons une qui a un don d'empathie extraordinaire. Il y aurait ici quelqu'un qui aurait mal quelque part, notre fille serait déjà assise à côté. C'est extraordinaire. Un don, voilà, il a un don, superbe, merveille. Donc, nous avons une très grande diversité. Donc, nous sommes égaux en dignité, ça c'est vrai, mais nous ne sommes pas égaux. Chacun d'entre nous a des forces et des faiblesses. Et dans le fond, c'est plutôt sympa de le savoir. J'ai des défauts, je veux dire j'ai des faiblesses, j'ai des vulnérabilités, et mon épouse Isabelle a des vulnérabilités. Ben, c'est reposant de le savoir et qu'on se soit dit tranquillement. Nous sommes égaux en dignité, aimés par Dieu tout autant l'un que l'autre, mais cependant, nous n'avons pas les mêmes aptitudes, tout à fait. Donc égaux en dignité, mais différents. Je vous donne des exemples, moi, qui m'ont touché, vous voyez. On a parlé de certains gènes, notamment de l'empathie, la capacité de voir si l'autre a besoin de soi. Voyez. Eh bien, on connaît maintenant un gène sur les chromosomes, celui qui code pour le récepteur de l'ocytocine, je vous en reparlerai. Eh bien, en fait, il y a des groupes, comme il y a le groupe ABO, eh bien, il y a des groupes pour les gènes de l'empathie. Si bien que les mamans qui sont GG, comme les groupes ABO, les mamans qui sont GG, eh bien, elles babillent plus longtemps avec leur bébé que les autres. Elles sont plus longtemps, vous voyez, babiller, ça vous parle?
c'est merveilleux. Hein. J'ai 15 petits-enfants, donc quand vous avez un petit, c'est absolument extraordinaire. Eh bien, une maman qui est GG, elle babille plus. C'est comme ça. Tant mieux pour le petit et tant mieux pour elle. Voyez. Donc en somme, c'est assez extraordinaire. Au contraire, il y a, au lieu d'être GG, on peut être AG ou AA. On n'a ni un chromosome ni l'autre qui ne porte le G, on est AA. Eh bien, les personnes qui ont le génotype AA sont moins sociables. C'est quantifié. Ils n'ont pas tendance à entrer en dialogue. Vous en connaissez, les solitaires. Peut-être qu'ils sont AA. Dans le fond, moi, je pense aux autres membres de ma famille. Je ne sais pas si je suis AA, je ne crois pas, mais je ne dois pas être GG quand même. Vous voyez, je me trouve bien dans le fond, un peu tout seul. Hein, c'est intéressant, finalement. Autre exemple d'inégalité d'aptitude en naissant. On a un récepteur, nous les hommes. Chez les hommes, il y a quelque chose qui est particulier, c'est l'importance pour nous de la vasopressine. Eh bien, la vasopressine, c'est une hormone, si vous voulez, dans le cerveau, hein, comme l'ocytocine, comme d'autres, mais qui est plus active chez l'homme que chez la femme, c'est plus important. Eh bien, parfois, au niveau du gène, il y a ce qu'on appelle un bégaiement, c'est-à-dire la répétition de codes génétiques. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça c'est associé à une différence d'altruisme, c'est-à-dire donc de cette attitude envers les autres. Voyez. Et donc peut-être l'ami dont je vous parlais, qui passe sa vie auprès des autres, a ce don, a reçu en naissant peut-être ce fameux bégaiement, mais comme c'est une femme, ça ne doit pas être la vasopressine, peut-être c'est plutôt... Déconnecté. Je ne sais pas à qui je suis connecté, donc je vais essayer. Ça va? Ça va toujours, c'est intéressant j'espère, parce que moi je suis passionné, mais vous sentez quand même que je suis passionné. Bon. Donc, Dieu nous a donné à chacun des attributs qui nous seront propres. Et quand on dit que Dieu a préparé chacun de nous comme une œuvre d'art, c'est la pure vérité. Chacun de nous a une proposition qui est propre pour lui et pour son entourage. Eh bien, ceci est mieux travaillé maintenant, et on se rend compte donc que notre tempérament est inné. Notre tempérament est inné. Nos inclinations sont plus ou moins vives. Par exemple, l'inclination à dialoguer, à entrer en dialogue. Et les gens, c'est fantastique. Moi, je connais des collègues qui sont fantastiques. Ils aiment entrer en dialogue. Alors que moi, bon, entrer en dialogue, moins, quoi. Hein. Et oui, parce qu'il y a ces inclinations qui sont génétiquement encouragées. Et puis nos aptitudes, vous voyez, les inclinations, c'est nos motivations, et nos aptitudes, ben, nos capacités. Hein. Par exemple, devinez dans les pensées de ceux qui nous entourent. Il y a des gens, il suffit qu'ils regardent, et oh, mais t'es fatigué en ce moment, ça peut aller. Donc en fait, il y a des gens qui sont très doués. Nous avons des sens, en plus des sens, la vue, l'odorat, nous avons des sens internes, notamment la capacité de lire dans le cœur des autres. Eh bien, pour ça, il y a une très grande diversité génétique. Bon. Donc, chacun d'entre nous est unique. Donc, dans un couple, hommes et femmes sont uniques. Et, enfin, moi, je suis un vieux marié, Isabelle, je la connais depuis quelques années. J'en ai pas fait le tour, sûrement pas. Mais enfin, on est mariés depuis 47 ans, donc ça commence un tout petit peu. Hein. Eh bien, elle a des dons qui lui sont personnels, et moi, j'ai des dons qui me sont personnels, et bien sûr, des handicaps qui vont avec. Mais nous sommes uniques, ça c'est vrai. Et biologiquement, Dieu nous a donné dans nos chromosomes ce qui nous est propre. Bon. Mais y a-t-il vraiment quelque chose entre hommes et femmes maintenant? Parce que vous voyez, on change de sujet. Là, c'était la diversité. Et maintenant, on met les femmes d'un côté, les hommes de l'autre. Est-ce qu'on voit des différences? Ça va? Bon, la première chose qui est très importante, il n'y a pas de trait de tempérament spécifiquement féminin et d'autres spécifiquement masculins. Par exemple, on laisse dire que les femmes sont très empathiques. Oui, mais les hommes aussi sont très empathiques.
Il n'y a pas de trait connu pour l'instant, peut-être qu'il y en a un qui va sortir, mais il n'y a pas de trait qui soit spécifique à l'homme ou spécifique à la femme. Donc il y a donc quelque chose qu'on ne va plus dire, c'est il y a une part, une femme qui dit qu'il y a une part d'homme en moi, ou un homme qui dit qu'il y a une part de femme en moi. Ça, c'est une grave erreur qui s'est répandue, qui dirait « Ah non, moi je suis un petit mélange, en moi j'ai un peu de féminité, je vais la développer ». C'est catastrophique de dire ça, c'est faux. Il n'y a pas de trait de tempérament spécifique de l'homme, spécifique de la femme. Mais, parmi tous les traits de tempérament, nombreux sont plus fréquents et plus marqués chez la femme, et d'autres plus fréquents et plus marqués chez l'homme. C'est-à-dire que nous avons tous la même humanité, mais certains traits sont plus fréquents chez l'homme, d'autres plus fréquents chez la femme. Plus fréquents ou plus développés. Mais nous les avons tous. Hommes et femmes, nous avons une commune humanité. Mais il est vrai, et on va voir bien sûr, il y a 123 traits qui, en moyenne, en termes de fréquence, sont plus fréquents chez l'homme ou plus fréquents chez la femme. C'est déjà quelque chose. On en connaît au moins 123 qui sont en moyenne différents chez l'homme et chez la femme. Mon petit dessin, vous le voyez, je mets en rose, parce qu'on reste classique, les femmes, et en bleu, les hommes. Hein. L'inclination et l'aptitude à mémoriser les détails. Eh bien, il y a plus de femmes, donc bleu très foncé, rose très foncé, il y a plus de femmes qui sont fortes en capacité dans les détails, et il y a peu d'hommes qui sont capables en termes de détails, d'intérêt au détail. Et ça, c'est dès la naissance. Dès la naissance, dès les premiers jours, dès les premières semaines, les premiers mois, les spécialistes trouvent des preuves du fait que cette aptitude et ce goût pour les détails est plus fréquent chez les petites filles que chez les petits garçons. Voilà, je n'oublierai jamais la première fois que j'ai tapissé une pièce en l'absence de mon épouse. Quand elle est rentrée, je me suis dit, elle va me remercier, elle va s'émerveiller. Elle entre, elle dit, dans l'angle là-bas, c'est pas tout à fait collé. Donc voilà. 0 sur 20. Eh bien, tout simplement parce qu'en effet, elle est douée pour les détails. C'est un don extraordinaire qui fait que qui est-ce qui pense aux fleurs? On accueillait un couple avant-hier. Qui est-ce qui a pensé à mettre des petites fleurs? On est en plein hiver, il n'y a pas beaucoup de fleurs dans le jardin, hein. Mais qui est-ce qui est allé les chercher, les a mis sur la table dans un petit vase, parce que peu de fleurs, petit vase? C'est mon épouse. En effet, ce don des détails est biologiquement déterminé dès la vie utérine. C'est assez impressionnant. Et moins la femme... vous savez, quand on vit dans le ventre de notre maman, on vit dans le liquide abiotique, parce que vous vous souvenez de cette affaire-là, qu'on sécrète nous-mêmes. Hein, le liquide dans lequel on nage, on le sécrète nous-mêmes. Les petits garçons sécrètent donc ce liquide et ils placent les hormones qui les occupent, notamment la testostérone. Donc, bien souvent, les garçons ont beaucoup de testostérone dans le liquide abiotique qui les entoure. Ils sont baignés de testostérone, d'autres moins. Et les petites filles ont 5 à 10 fois moins de testostérone dans le liquide amniotique que les petits garçons. Même si c'est variable l'un à l'autre, mais il y a 5 à 10 de différence. Donc, la testostérone, en fait, vise, entre autres multiples choses, de diminuer notre intérêt pour les détails. C'est-à-dire que la testostérone a été créée parmi les multiples actions extraordinaires pour que l'homme ne soit pas trop accaparé par les détails. Donc, moins la femme, moins la petite fille dans le ventre de sa maman a eu de testostérone, plus elle est apte à repérer les moindres détails. Vous voyez ça? C'est impressionnant. C'est impressionnant. Autre exemple, c'est la globalité. Raconter une histoire des petits-enfants, moi j'en ai 15, donc j'ai fait le test, c'est pas sur le test dont je vais vous parler. Raconter une histoire
des petits-enfants, les petits gars se souviennent de la globalité et les petites filles des détails. En moyenne, tout ça, c'est que des moyennes. Tout ça, c'est que des moyennes. Mais de fait, ceci est aussi géré in utero. Dans le ventre de notre maman, il est fixé qu'il faut aider l'homme à s'intéresser à la globalité et les petites filles moins à la globalité, parce qu'on ne peut pas être spécialiste en tout. Voilà un exemple de complémentarité. Vous ne pouvez pas être à la fois accaparé par les détails et accaparé par la globalité, c'est pas possible. Aucun d'entre nous n'est totipotent. Et donc, en fait, la nature a prévu que l'homme soit moins accaparé par les détails et plus par la globalité. Et ce qui est absolument incroyable, c'est que c'est vrai pour la plupart des mammifères. La plupart des mammifères reçoivent ces dons parce que c'est tellement nécessaire à la transmission de la vie, tout ça, que c'est déjà présent pour la plupart des mammifères. Il y a beaucoup de choses beaucoup de ces différences in utero sont communes aux divers mammifères. Parce que chez les mammifères, comme le nom l'indique, la femelle porte l'enfant et l'allaite, ce qui est quand même immense dans la transmission de la vie. Porter l'enfant, allaiter l'enfant, ce qui nécessite d'elle des aptitudes à l'accueil du charnel qui dépasse tout à fait l'entendement. Je repense, comme c'était difficile parfois à mon épouse au début de grossesse, et elle me disait souvent, tu te rends compte René, je ne peux pas reculer, je dois aller jusqu'à 9 mois, j'y peux rien. Ça, si on n'était pas aidé, on ne pourrait pas. C'est-à-dire, en fait, c'est impossible d'accepter, regardez, quand vous avez une grosseur qui pousse quelque part, ou une dent qui ne va pas bien, ça vous occupe complètement. Accepter qu'un petit enfant vous prenne tout le corps, là, pendant toute la grossesse, et après, et ce petit, ça a faim, ça fait caca, mais c'est infernal, ça crie, ça pleure, mais c'est incroyable. Pour que ce soit supportable, nous avons besoin d'un support hormonal. Eh bien, c'est le rôle, entre autres, de la prolactine, mais aussi de la progestérone. Vous savez, la progestérone, l'hormone de la mère, progestérone pour la grossesse, la progestérone permet à la femme d'accepter tout cet engagement auquel elle fait face pour accueillir un petit enfant en elle et l'allaiter. Donc en fait, vous voyez, on est aidé hormonalement, mais du coup on le comprend, ça c'est tellement essentiel que c'est développé dans le ventre même, ce dont je viens de parler, développé dans le ventre même de notre maman. Autre dimension, moi qui m'a passionné, on dit que les femmes ont de l'intuition. En effet, en moyenne, donc vous voyez le rose est serré au niveau fort, eh bien, les femmes abordent les choses de manière intuitive. Les neurosciences appellent intuitive le fait de pouvoir tirer une conclusion avant même d'avoir réfléchi. Ça vous va? C'est simple, les neurosciences, c'est assez simple en fait. Et au contraire, nous les messieurs, c'est en analysant. C'est en analysant. Donc ça va se répercuter dans la vie quotidienne. Le petit, elle se met à pleurer. La maman en est déjà aux larmes pratiquement. Elle est mise en route tout de suite pour aller soulager. Elle n'a pas réfléchi, non, elle y va. Elle y va, tout de suite. L'homme, il dit, mais de quoi il a besoin? Parce qu'en fait, il rentre par l'analytique. L'empathie de l'homme est une empathie cognitive, principalement, c'est-à-dire analytique. L'empathie de la femme est premièrement, dans le mouvement de l'être, est premièrement affective, émotionnelle. C'est Ruth Feldman qui a quantifié ça. Le premier mouvement de la femme, c'est d'être touché au cœur, et ensuite au cerveau. Le premier mouvement de l'homme, c'est de toucher au cerveau, et ensuite le cœur. Donc on peut se disputer entre hommes et femmes. Ah ben oui, toi t'es un égoïste. C'est pas qu'il est un égoïste, c'est que c'est un homme. Et de fait, vous vous souvenez plus, vous êtes marié avec un homme en fait.
Et Dieu vous a donné un homme, en effet, parce que dans un couple, il est bon que le cœur et la tête marchent, mais comme on ne peut pas tous exceller dans tout, et il nous a mis côte à côte. Vous voyez ce que je veux dire? On ne peut pas exceller en tout. Donc Dieu a donné aux hommes en général ce goût pour analyser et aux femmes pour être un mouvement du cœur immédiat. Attention, il y a 123 différences, aucune n'est spécifique de l'homme ou de la femme, et dans les couples, parfois, c'est l'homme qui est très émotionnel et la femme qui est d'abord rationnelle. Il ne faut pas paniquer. Il n'y a pas de... Nous ne sommes pas des Legos, nous ne sommes pas des... Vous comprenez, des Schtroumpfs. Hein? On est des êtres humains, et donc il y a une très belle diversité. Mais simplement, si vous voulez, globalement, nous avons tous la commune humanité, mais avec quand même des facilités plus grandes chez l'homme et d'autres plus grandes chez la femme, depuis notre conception. De la même manière, les scientifiques montrent que ce soit chez les petites filles ou chez les femmes adultes, il y a plus, parmi les femmes, la tendance à réagir à une atteinte, à une agression, en dénigrant. Chez les hommes, c'est un peu moins fort et un peu moins fréquent. Donc, le fait de réagir quand on nous agresse ou on nous fait du mal, en dénigrant, plutôt qu'en foutant un coup de poing, excusez-moi. Hein. Et au contraire, l'agression physique, c'est plus l'affaire des hommes. Pas que, rien n'est que. Mais les scientifiques confirment, et maintenant on sait pourquoi, on sait pourquoi, entre guillemets, un peu pourquoi les sciences savent où ça se passe dans notre cerveau. Eh bien, dans notre cerveau, plus fréquemment, la femme va dénigrer et l'homme va agresser physiquement. Mais tout ça, ce ne sont pas des situations binaires. Mais c'est important de le savoir parce que moi, par exemple, qui suis homme, je peux me dire, attention, quand tu es attaqué, tu es critiqué dans la route, en voiture, et quelqu'un te passe devant, réagis pas trop fort. Vous voyez ce que je veux dire? On dit, connais-toi toi-même, c'est très important. Eh bien, on reçoit ces inclinations, et alors, si on les connaît, on est plus fort. Exemple d'aptitude de l'homme. C'est intéressant l'homme. Hein. Vous savez, moi je suis passionné par la masculinité. Donc, vous savez que le chromosome Y, il a fallu 180 millions d'années pour le façonner et qu'il soit ce qu'il est. Le chromosome Y est une œuvre d'art. Le chromosome Y est une œuvre d'art. Mon père, vous êtes une œuvre d'art. Parce que vous préparez en 180 millions d'années, quand même, hein, ils ont mis le temps. Hein. Donc on comprend maintenant pourquoi vous êtes si bien. Voilà. Bon, ce qui console les dames, c'est qu'il a fallu autant de temps pour peaufiner le chromosome X. Oui, donc finalement, c'est pas mal. Donc on sait maintenant donc, que le chromosome Y et le chromosome X ont été peaufinés pendant 180 millions d'années, et notamment le chromosome Y de l'homme est différent de celui du chimpanzé, qui est notre plus proche cousin. Et Dieu a encore mis des petites finitions pour l'être humain. C'est assez extraordinaire, aux extrémités du chromosome Y. Bien, un exemple, c'est qu'on a commencé à le dire, l'empathie. Eh bien, l'homme est incliné, est invité en somme, à résoudre le problème avant de consoler. Et il est invité à avoir autant de soucis pour le lointain que pour le proche. Le goût classique, c'est on regarde la télé, hommes et femmes, on nous apprend une catastrophe, un tsunami dans l'océan Pacifique. Tous les deux, on regarde, on est terrifiés. À un moment, l'homme n'y tient pas. Il dit, mais chérie, il faut qu'on leur envoie un peu d'argent. La femme répond, attends, chérie, si on a de l'argent, alors payons des cours de maths pour le petit. Et oui, parce que elle, c'est la vigilante du proche. Lui, pas spécifiquement. Le proche et le lointain, il n'est pas aidé génétiquement à privilégier de manière absolue le proche par rapport au lointain. Les neurosciences ont dit as versus them. C'est nous ou c'est les autres. Eh bien, la femme,
est aidé à avoir du souci pour nous. L'homme n'a pas ce souci particulièrement. Il n'est pas aidé spécifiquement pour le proche. Ce qui explique donc ces disputes hommes-femmes. Parce que, je reviens sur l'homme, parce que quand il y a des belles choses encore à dire, je ne sais pas pourquoi la diapo est passée toute seule, elle trouve que je ne veux pas assez vite, peut-être. La confiance en soi. L'homme est aidé à avoir confiance en lui. Et vous savez, en tant qu'homme, je dis, heureusement que je suis aidé des fois. Et donc, on est aidé à avoir confiance en nous. C'est hormonal, surtout. La femme, au contraire, est freinée dans sa confiance en elle. En période fertile, les estrogènes lui baissent sa confiance en elle. Donc nous, les hommes, on est parfois déroutés, parce que notre femme semble avoir très confiance en elle, et subitement, elle nous dit des choses, je suis nul et tout, qu'est-ce qui s'est arrivé? Non, ma chérie, t'es pas nulle. Je suis nul, bien sûr, parce qu'en fait, elle est protégée par les estrogènes contre une trop grande confiance en nous, en elle. Et nous ne le sommes pas. Ce qui fait que parfois, on devrait bien l'être, n'est-ce pas? On a bien besoin que notre épouse nous rappelle quand même, c'est la grenouille et le bœuf, là, c'est les moments. Eh bien oui, on est aidé à avoir confiance en nous, parce qu'il est bon dans la nature que les hommes aient confiance en eux, c'est nécessaire. Donc, c'est hormonalement induit. Revendication des droits. Ici, c'est chez nous. Touche pas. Principe de subsidiarité. Les hommes sont poussés à faire respecter le principe de subsidiarité. Touche pas, ici, c'est chez nous. On est aidé, génétiquement et hormonalement, à ne pas supporter qu'on empiète notre précaré. Alors, c'est super, mais ça explique parfois pourquoi les hommes sont très guerriers. Parce que, touche pas chez moi, d'accord, mais jusqu'où? Et donc, toutes les richesses ont leur contrepartie. Mais donc, la nature a jugé bon que les hommes soient vigilants sur le principe de subsidiarité. Et enfin, amplification. C'est-à-dire que les neurosciences montrent que l'homme a une sorte d'amplificateur. C'est-à-dire que quand on est généreux, on est très généreux, ça peut agacer notre conjoint, et quand on fait des bêtises, on les fait grosses aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Ça vous fait penser à des gens. Moi, je vois, ça me fait penser à des gens très très généreux, et puis parfois de faire des très grosses bêtises. Parce qu'en fait, on est poussé à larguer les amarres, vous voyez, à y aller carrément. Et donc, c'est bon à savoir, mais c'est parce que la nature, c'est-à-dire le Créateur, a jugé bon de le faire. Les aptitudes de la femme sont tellement nombreuses qu'il faudrait plusieurs diapos. Mais je ne vais en faire qu'une. Vous n'êtes pas d'accord? Ah bon. Amusez-vous en préparation au mariage, moi je le fais, c'est quand vous avez un groupe, vous faites d'abord dire les qualités des femmes, puis vous notez au tableau, change de feuille, peut-être que des femmes changent de feuille, puis après on dit les qualités de l'homme. Ils sont forts. Et oui, c'est qu'actuellement, on vit dans une phase nouvelle où il faut redécouvrir les qualités de l'homme et de la femme, les vraies, profondes, que le Créateur nous a données. Donc, l'empathie, en effet, de la femme, c'est, biologiquement, après il y a une diversité, mais c'est quand même cette aptitude extraordinaire à vouloir consoler. Et ensuite, à soulager. Dialogue classique du couple. La femme vient vers son mari, lui raconte, tu sais pas, je suis très triste, parce que Juliette, elle a un gros problème. L'homme qui se dit, attends, qu'est-ce que je pourrais faire pour Juliette? Je ne peux rien faire. Mais elle me rase. Elle me rase. Mais sa femme, elle veut juste être consolée. Elle ne demande pas qu'on trouve des solutions. Mais nous, les hommes, comme il n'y a pas de solution, ça nous agace. Enfin, je ne sais pas, il y a plusieurs messieurs qui ont dû vivre ça. On est désemparés, on n'a pas de solution. Or, nous, on a la moulinette là, qui est faite pour chercher des solutions. Et la femme, au contraire, elle reçoit des incitations à appeler à la consolation. Et donc, en pratique, c'est très très riche, ça. C'est-à-dire que la femme a une primauté du cœur, même si mon ordinateur veut aller trop vite. La femme a, en effet... Nous sommes vigilants. Dieu nous a confié d'être vigilants, d'être les veilleurs. Et la femme est sans doute la veilleuse du cœur. Et l'homme, le veilleur du corps.
biologiquement, beaucoup de choses le font penser. Donc, comme disait le pape Benoît XVI, dans l'amour, ce n'est pas un corps qui aime un corps, ni un cœur qui aime un cœur, c'est une personne qui aime une personne. Et donc, dans le panier de mariage, il nous a donné plus de vigilance pour le cœur, ou plus de vigilance pour le corps, afin que nous nous aimions vraiment. Vous voyez ça? Mais ça, c'est écrit dans les chromosomes. C'est pas juste le Seigneur a fait tomber sur notre berceau, il a fait tomber carrément dans la nature qu'il nous a donnée. Il nous a donné vraiment, il nous a vraiment donné le support pour nous aider à vivre ça. Donc cette primauté du cœur que vit la femme, c'est pas elle me casse les pieds, ma femme, c'est ma femme est un don que Dieu me fait, et notamment pour être une vigilante du cœur. Donc c'est un trésor qui m'est confié. Plus de prise en compte des étapes nécessaires pour atteindre un but. Ça aussi, c'est classique, je ne sais pas si vous l'avez déjà rencontré. Mais moi, je pense à un copain qui arrive chez lui un soir, il dit « Chérie, j'ai trouvé, on part vivre à Marseille. » Ça, c'est typiquement masculin. Et puis, on va cultiver des légumes bio. Très masculin. C'est-à-dire qu'en fait, l'homme est protégé contre le souci de toutes les étapes à parcourir pour atteindre un but. Parce que tout ça, ça se passe dans l'amygdale cérébrale. Et l'homme, son amygdale cérébrale, c'est-à-dire le cerveau affectif, émotionnel, est un peu isolé activement, pour que les détails ne l'accaparent pas trop. Tandis que la femme, elle a des sortes d'autoroutes entre l'amygdale cérébrale et le lobe préfrontal et le lobe pariétal. Donc une femme, en permanence, elle a à l'esprit toutes les étapes à franchir pour atteindre un but. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Oui. Donc la femme dit, attends chérie, Marseille c'est sympa, la culture bio, alors attends, voilà, il faut qu'on change, qu'on vende la maison ou l'appartement, ça ne sera peut-être pas simple, qu'on en retrouve un autre, qu'on change les enfants d'école, qu'on se refasse des amis, que je retrouve un boulot. Et oui, parce que elle, l'amygdale cérébrale, lui dit tout ça. Et l'amygdale cérébrale, c'est toutes les phases à atteindre. L'homme aussi, mais le courant ne passe pas entre le cœur et le corps chez l'homme. Il y a un frein pour que nous, hommes, on ne soit pas trop accaparés par les détails de la vie, par les détails tellement importants, mais qu'on soit un peu isolés et qu'on puisse donc lancer de grands projets. Ça ne veut pas dire que les femmes ne peuvent pas lancer de très grands projets, mais elles le feront en ayant plus conscience que nous de toutes les phases à atteindre. Vous voyez ? Donc c'est bien des situations de complémentarité. La femme est incline à prendre moins de risques, surtout en période fertile, pour la protéger. En période fertile, si vous voulez, elle est appelée à ne pas prendre trop de risques. Les estrogènes freinent son souhait de prendre des risques. Heureusement, parce que sinon, elle pourrait vivre une vie sexuelle hors mariage, parce qu'elle serait attirée en période fertile à le vivre, et donc les estrogènes freinent son goût du risque. Donc le goût du risque de la femme oscille. Chaque mois, le goût du risque de la femme varie. Elle est freinée dans son goût du risque en période fertile, et en période post-ovulatoire, elle est plus orientée vers l'attitude d'une mère, c'est-à-dire qu'elle voit loin. Je suis peut-être un petit peu long, j'espère que ça vous intéresse. Je ne me rends pas compte. Hein. Et donc, voilà. Donc, pour ça, je pense que c'est bien. Bon, où ça se passe dans le cerveau? Je ne veux pas vous faire un cours de neurologie, mais je vous donne des petits éléments assez extraordinaires. Les tâches à accomplir, le fameux endroit où la femme traîne toute cette liste de tâches à accomplir pour atteindre un but, ben, c'est dans les amygdales cérébrales qu'on voit en rouge, là. C'est là aussi le cœur des émotions. La vision du monde, hommes et femmes, nous n'avons pas la même vision du monde. Moi, personnellement, avec mes années de mariage, j'ai l'impression que ma femme voit une face de la Lune, moi je vois l'autre. Donc, et ça, c'est grâce à l'hippocampe, entre autres, hein, on est simple. Et puis, dans le fond, dans le contrôle de notre comportement, on a une zone faite pour ça, les êtres humains, qui s'appelle l'insula. Et donc, ces trois zones sont des zones qui sont légèrement différentes chez les hommes et les femmes. Par ailleurs, nous avons trois petits noyaux au niveau de l'hypothalamus qui sont différents, 3 fois 2, puisqu'ils sont bilatéraux, chez hommes et femmes. Et il y en a un en particulier qui est très important à connaître, enfin,
très intéressant à connaître, c'est celui qu'on appelle le noyau sexuellement dimorphique, c'est-à-dire quand on regarde un cerveau d'homme et de femme, tout ça à l'œil, on ne voit rien du tout. C'est les chercheurs qui ont fini par trouver un petit noyau, comme ça, qui de fait est différent en taille chez l'homme et chez la femme. C'est en fait le noyau qui nous incline à être attirés sexuellement par les femmes. Aimer la présence d'une femme. Et simplement aimer la présence d'une femme. Les messieurs qui sont là sont comme moi. Moi j'aime qu'il y ait des femmes. Ça nous est donné par Dieu. Et il écrit ça par le noyau sexuellement dimorphique, qui se développe chez les petits animaux chez qui on a pu l'étudier. Ça se développe pendant la mini-puberté, c'est-à-dire la première année de vie. Chez l'être humain, on ne sait pas encore à quel moment ça se développe, mais c'est très tôt. Donc, vous voyez, ce n'est pas étonnant si hommes et femmes avons un regard de la beauté qui est différent. Tous deux, nous sommes émerveillés. Hommes, nous sommes émerveillés par les femmes, femmes sont émerveillées par les hommes, mais pas par les mêmes choses. Pas par les mêmes choses. Et ce qui est de nous, les hommes, eh bien, entre autres, c'est cet attrait sexuel s'inscrit dans le noyau dimorphique. Vous devez avoir l'impression qu'on fait un cours de biologie, ça va quand même? Ben, ça change un peu déjà. Bon. Eh bien, en fait, c'est pas le tout d'avoir des hormones, c'est qu'il faut des récepteurs. C'est pareil, vous voyez, Canal+, il faut le décodeur. C'est pareil pour les hormones. C'est-à-dire que les hormones, on parle d'ocytocine, de vasopressine, etc., dopamine, sérotonine, c'est bien joli tout ça. C'est comme des émissions de télévision. Mais y a-t-il dans le cerveau les récepteurs pour les recevoir? Donc, quand vous voyez en rouge l'hormone qui arrive, elle se met, plouf, dans le récepteur et hop, ça devient actif. Et ça, c'est très important. Donc, est-ce que nous sommes identiques ou différents dans nos récepteurs aux hormones? Eh bien non, nous ne sommes pas identiques, nous sommes différents, c'est-à-dire les récepteurs aux hormones ne sont pas au même endroit dans le cerveau. Par exemple, les hommes, nous avons des récepteurs à la testostérone qui viennent à la périphérie de l'amygdale cérébrale pour nous protéger contre une trop grande place donnée aux émotions. Vous voyez, etc. Et donc, en fait, nos récepteurs sont à des endroits différents, si bien qu'en conséquence, une même hormone n'a pas la même action chez l'homme et chez la femme. Donc, lorsque une femme, une jeune fille, prend de la testostérone pour se masculiniser, eh bien, ça ne marche pas. C'est autre chose qui se passe, c'est une transformation. Et ça n'en fait pas un homme. Pas du tout. Parce que les récepteurs ne sont pas au même endroit dans le cerveau. Mais aussi nos chromosomes. Donc, on a dit qu'on a le chromosome, les hommes ont XY, les femmes ont 2X, c'est pas rien. C'est assez extraordinaire. Nous, on en a un seulement. Et on nous a enseigné, je ne sais pas si d'entre vous, certains ont fait de la biologie, qu'il y avait un des 2X qui était inactivé. Je ne sais pas si certains au moins. Chez la femme, un des 2X serait inactivé. Et on nous a enseigné, moi j'ai appris ça en médecine, etc. Donc du coup, si c'était vrai, les femmes n'auraient qu'un X actif, et nous, un X plus un Y. Waouh, on a tout ça de plus. Pas du tout en fait. Il y a un grand nombre de gènes du deuxième X qui sont actifs chez la femme. Ce qui fait que pour beaucoup de gènes, la femme a eh bien, à double dose et nous à simple dose. Beaucoup de gènes du chromosome X, on en a qu'un. Elles en ont deux. Et notamment, un gène absolument essentiel, c'est celui qui aide à lire dans les yeux de l'autre. Les femmes l'ont à double dose. Donc elles savent, entre guillemets, c'est schématique ce que je dis, 2 fois mieux lire dans le cœur des autres. Vous voyez? Donc le deuxième X de la femme est associé à sa grande aptitude à reconnaître les émotions des personnes qui les entourent. Or, les chromosomes X et Y sont présents dans toutes les cellules du corps, excepté les globules rouges, par exemple. Donc en fait, si on voulait faire de moi une femme, il faudrait m'enlever l'X de toutes mes cellules, ça va prendre un petit moment, et puis le Y, pardon, toutes mes cellules, et me mettre un deuxième X qui risque d'être une tâche complexe. On ne peut pas, avec un homme, faire une femme, on ne peut pas, avec une femme, faire un homme, c'est pas possible. Ça c'est des visions Lego, vous voyez. On a beaucoup offert de Lego à nos enfants, je ne suis pas sûr qu'on leur ait rendu service pour ça. Parce qu'ils croient qu'en démontant, on peut en refaire un autre,
et avec un ego de petit garçon, enfin une petite fille. Ça joue pas du tout, ça. Ça, c'est des fantasmes, vous voyez. Et c'est bon de le dire paisiblement parce que c'est très très important de ne pas nier que finalement chacun de nous a reçu un trésor extraordinaire. Les femmes ont 2 X. Et les autres, nous avons un Y. C'est féerique, ça. C'est fantastique. Alors maintenant, on est prêt pour aborder la complémentarité. On a commencé à comprendre qu'on avait des différences, mais avant de commencer la complémentarité, il faut que je regarde l'heure. Quelqu'un me dirait l'heure, s'il vous plaît? 45 de 6, 6h45. Donc, combien de temps je dois parler encore? Je ne vois pas où est Gabriel. 2 heures. Non, vous êtes sûr. Mais il faudrait que je parle combien de temps encore? Peut-être qu'Anne Gabriel n'est pas là. Ou... Je parle combien de temps encore? Donc, je prends encore une demi-heure alors? Ça va? Vous tiendrez le coup? Bon, vous êtes adorable, adorable. Donc maintenant, on approche la complémentarité. Je vous ai déjà donné des petites idées quand même. Hein. Il faut bien comprendre quand même que le masculin et le féminin ont jailli il y a 1,5 milliard d'années. Parce qu'avant, c'était du clonage. Le descendant était identique au précédent, oui, comme du clonage, comme du bouturage. Vous prenez une plante, vous la bouturez, c'est une nouvelle plante, mais totalement identique. Donc il n'y a eu aucune acquisition. Il y a 1,5 milliard d'années, est née la sexuation. En vue de quoi? Eh bien, justement, de la complémentarité. Chacun son job. Le spermatozoïde, le masculin se définit. Comment on définit le masculin et le féminin? C'est intéressant. Moi, je l'ai lu la première fois dans un livre qui date de 1894, un biologiste allemand. Et ça m'a fasciné. Ça se trouve, tout le monde le savait, mais moi, je ne le savais pas. Pourtant, j'avais fait ma médecine depuis un bout de temps. Qu'est-ce qui différencie le masculin et le féminin? Bon, je le dis, sans doute, vous le savez, peut-être pas tous. Le masculin, c'est celui qui se déplace. Le féminin, c'est celui qui attend. L'ovocyte attend. Le spermatozoïde se déplace par l'union intime, puis il monte dans l'utérus, puis dans la trompe, et il arrive à l'ovule. Donc nous apportons une part du génome de nos parents, et la femme va apporter une part du génome de ses propres parents. Et donc, la conception va donner un nouvel être unique au monde. Il n'y en a pas 2 pareils, grâce à ce qu'on a dit au début. Eh bien, l'ovule apporte, vous savez, l'ovule, c'est gros, l'ovule, hein. Le spermato, c'est tout petit. Hein. Parce que le spermato, lui, son seul rôle, c'est de se déplacer et d'être attiré par l'ovule. L'ovule apporte la nourriture pour le petit, pour le développement, pendant les 6 premiers jours. Donc, elle apporte le casse-croûte. C'est pour ça qu'elle est grosse. L'ovule apporte la même quantité de gènes que nous, mais elle apporte le casse-croûte et les mitochondries en plus, pour que, même une fois qu'on aura mangé, on ait encore ce qu'il faut pour produire de l'énergie. Extraordinaire. Donc l'ovule apporte le casse-croûte. Et c'est bien une question de complémentarité, dès le début de l'histoire. Et de cette complémentarité va jaillir la diversité. Parce qu'à ce moment-là, vous comprenez, il n'y a pas 2 spermatos qui se ressemblent, pas 2 ovules qui se ressemblent, donc nos enfants ne se ressemblent pas. Ceux qui ont eu des enfants, des petits-enfants, c'est incroyable, on se demande d'où est-ce qu'ils arrivent. C'est incroyable. En effet, ils sont uniques, et la diversité permet la progression vers l'excellence. C'est-à-dire que les arrangements les meilleurs auront des enfants plus nombreux et qui vont mieux, et donc c'est ceux qui se développent. C'est-à-dire que le meilleur se développe. C'est un cercle vertueux. De l'hétérogénéité jaillit le mieux. Et donc, c'est tout le processus d'évolution. Donc, en somme, le masculin et le féminin sont basés sur la complémentarité. Quand on dit « nous sommes créés hommes et femmes à l'image de Dieu », c'est en effet, premièrement, déjà de la complémentarité. En Dieu Trinité, il y a complémentarité. C'est écrit ainsi dans le catéchisme de l'Église catholique.
En Dieu, il y a la complémentarité. Le Père et le Fils, dont l'amour est le Saint-Esprit. De cet amour jaillit la création. Et il crée l'homme et la femme pour être complémentaires dans la transmission de la vie. De notre amour jaillit la vie. Donc, comme dit le pape François, Dieu a placé dans toute la création un reflet de son être. Dans toutes les créations, il y a communion d'amour, d'où jaillit la vie, à son image. Ça émeut, n'est-ce pas? Mais donc la complémentarité est vraiment la marque de la ressemblance au Créateur. Que signifie donc être complémentaire? Je vous propose que être complémentaire, c'est qu'il y en a un qui a une aptitude, par exemple musicien, et l'autre en a une autre. Hein, vous êtes d'accord, c'est un premier pas. Par exemple, moi, j'aime les livres compliqués, ma femme aime les romans. On est complémentaires. Elle me raconte ses romans, et moi, je lui casse la tête avec les neurosciences. Alors, on est complémentaires. Donc, en somme, l'un a des aptitudes, l'autre en a une autre. C'est le premier exemple de complémentarité. Mais il y en a une deuxième qui est bien agréable. C'est une autre chose. C'est qu'ensemble, on peut faire quelque chose que ni l'un ni l'autre ne pourrait faire. Ni ma femme ni moi ne pouvions avoir des enfants tout seuls. Mais tous les deux, on peut avoir des enfants. Et cela, ça se répète à l'infini dans toute notre vie. Donc la complémentarité est aussi donc, cette capacité de faire quelque chose qu'aucun d'entre nous ne pourrait faire. Quels sont les fondements de la complémentarité entre hommes et femmes? Eh bien, c'est dans la transmission de la vie. C'est-à-dire que quand les neurosciences étudient la complémentarité des aptitudes et des inclinations, on voit que ça naît dans l'aptitude à transmettre la vie. C'est cette nécessité que la femme a d'avoir des dons extraordinaires qui fait qu'elle ait des enfants ou pas, elle a des dons. Une femme ait des enfants ou pas, elle a des dons de femme. Je pense à une religieuse, par exemple, qui n'a pas de vie conjugale, pas d'enfants, mais elle est terriblement femme, avec toute cette merveille qu'on rencontre dans la féminité. Et donc, en fait, mais tout ça nous a été donné par le Créateur dans cette complémentarité vis-à-vis de la transmission de la vie. En effet, la femme aussi a besoin de dons particuliers, parce que c'est elle qui allait l'enfant, c'est la définition même des mammifères, et l'homme a d'autres aptitudes pour pouvoir se mettre au service de l'unité familiale. Alors, regardez, par exemple, les hommes, nous, notre cerveau se prépare avant la naissance d'un enfant. Les 3 derniers mois de la grossesse, dans l'homme, a 3 hormones qui changent pour l'aider à être prêt lorsque le petit enfant sera né. Les 3 derniers mois de la grossesse, je donne un exemple, eh bien, sa testostérone baisse, de manière à ce qu'il soit plus facile pour lui de rester auprès de la mère et de l'enfant. Parce que vous savez, nous les hommes, le matin, on a 40% plus de testo que le soir. Donc il faut que ça sorte le matin, les hommes, il faut que ça aille au job. On ne peut pas rester dans un fauteuil, il faut qu'on y aille. On a 40% de testostérone de plus, mais à peu près ce coup de boost, c'est incroyable. Hein. Et d'ailleurs, quand on vieillit, comme à mon âge par exemple, eh ben, ça ne monte plus le matin. Ça explique pourquoi on peut rester cool. Hein, sinon, c'est moi, je dois continuer à monter parce que moi, le matin, il faut que ça aille. Mais on est très divers, n'est-ce pas, les uns les autres. Mais donc, le papa a une baisse de sa testostérone en prévision de l'accouchement, pour qu'il soit prêt à être aux côtés de la mère et de l'enfant. Deuxième chose, sa prolactine augmente. La prolactine de l'homme augmente avant la naissance du petit, parce que la prolactine, c'est l'hormone qui donne envie de prendre soin. Donc la nature nous incline à prendre soin. Moi, j'avoue que j'aime beaucoup prendre soin de ma femme. Ben, je pense que c'est grâce à cette aide, voyez, que donne la prolactine. Et puis l'ocytocine, le 3e hormone, c'est qui augmente avant même l'accouchement de notre femme, c'est l'hormone de l'attachement. Donc en gros, je vous ai donné un exemple, vous voyez, hommes et femmes, nous avons des éléments qui nous sont donnés pour nous aider à remplir nos tâches particulières du fait de la vie. Si nous n'avons pas d'enfants,
Ça ne veut pas dire que nous n'aurons pas ces ailes hormonales, c'est ce qu'on appelle la synchronie biocomportementale, qu'on ait des enfants de notre ventre ou pas, nous avons ce support biologique. Donc hommes et femmes ont un support pour exercer une certaine paternité ou une certaine maternité. Et donc un prêtre, par exemple, a en lui des aptitudes qui font qu'il peut exercer une paternité à sa manière de prêtre. Et une religieuse a des dons biologiques qui vont l'aider à vivre une maternité, même si ce n'est pas de transmettre la vie. Vous voyez, donc il y a un support biologique de la paternité et un support biologique de la maternité qui est donné qu'on ait des enfants ou pas. Mais c'est vrai quand même que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est-à-dire que quand le petit s'occupe, le papa s'occupe de son petit, on voit dans le cerveau que les zones de la paternité se musclent. Ils ont fait des imageries cérébrales chaque mois chez les papas, et ceux qui s'occupent plus de leur petit, on voit se développer plus certaines zones du cerveau. C'est assez extraordinaire quand même. Donc notre complémentarité se fonde dans les aptitudes particulières que la nature a prévues pour les hommes et pour les femmes en vue de la transmission de la vie, mais qui s'exercent même au travail. Et donc cette complémentarité est inscrite dans les chromosomes sexuels, si bien que c'est quelque chose que nous partageons avec toute la nature. Et je vous présente quelques pour vous montrer. C'est vrai aussi chez les mammifères. Regardez par exemple ces inséparables, là, les premiers, mais ça bouge tout seul. Bon, je ne sais pas ce que j'ai fait. Oh là là, mon Dieu, non, vous m'excusez, je vais lui dire de ne pas travailler tout seul, là, parce que diaporama, il y a un truc. Vous le voyez, parce que je n'ai pas mes lunettes. Qu'est-ce que je fais? Celui-là, là? Bon, allez, courage. Voilà. Donc, les inséparables sont inséparables comme des amoureux, mais pas parce qu'ils ont été élevés dans une bonne école chrétienne. C'est génétiquement, ils sont inséparables. Hein? Que vous regardiez des parents cygnes au lac Léman ou en Indonésie, ils savent s'occuper de leurs petits de manière adaptée sans être allés à l'école. C'est donné dans les chromosomes, et en particulier dans les chromosomes XX ou XY, les chromosomes sexuels. Le lion et la lionne, la manière de se comporter est inscrite dans le génome. Une fois de plus, ils ne vont pas à l'école pour savoir comment être lion ou être lionne. Il en est même pour le loup et la louve, vous savez qu'ils sont fidèles à vie, le couple dominant sont fidèles à vie, et si la femelle meurt, le mâle, il est veuf. Et pourtant, vous voyez, il ne connaît pas le Christ. Et chez les éléphants, il y a des règles extraordinaires. Vous savez que les éléphants sont matriarcaux. Les mâles, dehors. Ça, c'est pareil. Vous pouvez faire du conseil conjugal, ça ne changera pas. Parce que c'est inscrit dans les gènes. La structure du groupe familial est inscrite dans les gènes. La famille n'est pas une invention de l'Église, c'est écrit dans les gènes. Pour toutes les espèces de mammifères, la forme familiale est inscrite dans les gènes. Et notamment, c'est très intéressant pour la complémentarité entre les générations. S'il y a une grand-mère dans une harde d'éléphants, il y a 6 fois plus de chances que les petits arrivent à l'âge adulte. Les vieux, c'est extrêmement important dans la société. On comprend un peu plus pourquoi les parents sont totalement en souffrance quand ils ont des petits. S'il n'y a pas de grands-parents pour les aider, ils ne sont pas aidés. Il n'est pas du tout biologiquement normal d'avoir à élever des enfants tout seul, papa, maman, plus les gosses. Ce n'est pas biologiquement prévu. Toute l'évolution des espèces a prévu qu'on soit aidé, ce qu'on appelle l'alloparenting en biologie. Toute l'évolution des espèces est basée sur le fait qu'on est aidé pour élever des petits. Vous vous rendez compte? Ça prie, ça pleure, ça crie, ça fait caca, et ça nous enquiquine, je rigole, hein, jusqu'à 20 ans, voire plus, en fait, toute la vie, il faut qu'on les a, n'est-ce pas? C'est merveilleux. Mais disons que, vous comprenez, ce n'est pas possible pour un couple de s'en sortir. Donc la question, vous voyez, qu'on peut se poser, c'est ne devrait-on pas promouvoir cette connaissance qu'un couple a besoin d'être aidé pour élever ses enfants? Moi, quand on a commencé à avoir des petits-enfants, on en a 15,
Des collègues m'ont dit, tu sais, tel c'est pas accaparé, hein, tel c'est pas accaparé, il est accaparé, ils vont te prendre pour une nourrice, ne te laisse pas accaparer. Et bien c'est le contraire qu'il faut faire. Parce que de fait, ils y ont droit biologiquement. Je ne sais pas si vous me comprenez. Et moi, j'ai droit biologiquement à progresser parce que je suis appelé à me donner. Vous voyez, on devient en se donnant. Et donc, ils font de moi un grand-père. Vous comprenez? On n'a pas l'inclination comme ça, oh oui, je veux être grand-père, pas du tout. C'est les petits-enfants qui font de nous des grands-parents. Mais c'est biologiquement écrit tout ça, vous voyez? Regardons un peu le lion et la lionne. Vous voyez, vous avez à gauche la lionne, à droite le lion. Que fait la lionne? Elle court, elle attrape le zèbre, tchouk, et elle prépare le breakfast pour le mâle, qui bien sûr doit être en premier, et pour les petits. Après, elle mangera. Elle a le goût et le corps qui lui permettent de nourrir sa famille. Elle serait incapable de se défendre si un lion arrive pour les attaquer. Incapable. Elle est en danger de mort. Le mâle, lui, a un caractère de cochon, mais un corps adapté pour défendre sa famille. Il est baraqué, musclé, fort, lourd, et un caractère de cochon. Alors lui, le principe de subsidiarité, il est expert plus. Touche pas, ici c'est chez nous. Nous avons l'esprit qui va avec le corps et qui nous permet de remplir la mission pour la protection de la vie. Une mission complémentaire. C'est pas étonnant que nous, les hommes, nous ayons des qualités, des inclinations, des aptitudes particulières à la masculinité au service de notre famille. Et la femme a tellement de dons qui lui sont donnés aussi au service de la famille. C'est-à-dire que nous sommes l'un pour l'autre, biologiquement. Et donc, personnellement, ça m'aide beaucoup à comprendre les différences hommes-femmes. En effet, dans ces mêmes chromosomes sexuels sont écrits les caractéristiques physiques et psychiques de l'homme et de la femme qui, ensemble, peuvent ainsi remplir nos missions, qu'elles soient sociales ou qu'elles soient familiales. Au boulot, hommes et femmes, nous pouvons remplir le même métier, on peut être taximan tous les deux, on peut être directeur d'entreprise tous les deux, oui, mais on ne le fera pas pareil. Les sociologues montrent combien hommes et femmes, on peut remplir le même travail, mais on ne le fait pas pareil. Personnellement, j'étais chef de service pendant 15 ans. La personne qui me succède est une femme, c'est extraordinaire, parce qu'il y a des tas de choses que j'avais laissées en jachère, et elle les développe. Mais inversement, elle prend un beau bateau. Vous voyez, donc c'est la complémentarité homme-femme. On peut remplir les mêmes choses, mais pas de la même manière. Dieu a placé en nous des aptitudes et des inclinations, biologiquement, qui fait qu'ensemble, ça dépote. Exemple de trait de complémentarité, la fameuse empathie émotionnelle et cognitive. C'est plus souvent la femme qui est douée en empathie émotionnelle, plus souvent l'homme qui est intéressé, lui, d'abord à analyser quels sont les besoins. Le détail et le proche, plus riche souvent chez la femme, cette attitude. Le global et le lointain, plus riche souvent chez l'homme. Le rationnel et l'émotionnel. Très souvent, la femme n'oublie pas l'émotionnel dans la prise de décision. Nous, l'homme, la biologie, tente à nous dire « pense surtout rationnel ». Après, nous avons une commune humanité. Mais donc, on ne peut pas, tout être, n'est-ce pas? Et de fait, le rationnel et l'émotionnel dans la prise de décision, dans notre couple, eh bien, ne sont pas pesés pareil. Notamment, regardez, pensez pour nous, notre famille, 4 enfants, notre manière de penser à l'éducation des enfants était très complémentaire. L'intuition et l'analytique, on l'a déjà dit. Et puis, quelque chose de très particulier. C'est-à-dire que Dieu a donné à l'homme une certaine stabilité, d'humeur, une certaine, pas parfaite. On peut avoir des coups de balcon, mais une certaine stabilité. La femme, au contraire, j'ai cherché quelle image représentera mieux ce que je lis en neurosciences, c'est des ondulations.
une ondulation dans la pensée. Chaque jour, mon épouse peut avoir une inclination qui n'est pas tout à fait celui de la veille. C'est une vertu donc, que le Créateur a placée dans la femme. On est toujours un peu en mouvement, ce qui ouvre de grandes perspectives. Mais elle peut l'être parce que le Créateur m'a donné cette stabilité. On dit l'homme, il ne change pas, il est comme le prix des allumettes. Je ne sais pas si vous connaissez cette vieille chanson. Mon homme, il ne change pas, c'est comme le prix des allumettes, sous-entendu, il ne s'améliore pas. Oui, mais en fait, cette stabilité lui est donnée par le Créateur pour que dans la famille, il puisse y avoir des ondulations grâce à la femme, parce qu'à ses côtés, elle a l'homme qui ne change pas. Vous voyez, nous sommes complémentaires jusque-là. Nous avons des défis propres, comme on l'a vu, et du coup, la femme a besoin de capacités particulières, l'homme a besoin de capacités particulières. La femme, donc, que faire pour nos enfants? Il n'y a pas besoin de manipuler les petits garçons en les faisant jouer avec des poupées, ou les petites filles en les faisant jouer avec des camions. Ce n'est pas nécessaire. Tout est écrit, tout leur a été donné pour être des petits garçons et des petites filles. Simplement, leur montrer combien il est beau d'être ce qu'ils sont, combien il est beau d'être femme, combien il est beau d'être peut-être épouse, peut-être mère. Et pour un petit garçon, combien il est grand d'être un homme, combien il est beau d'être un époux, il est grand et il est grand d'être père. Vous voyez? Donc ce qu'on peut faire, c'est montrer clairement un horizon désirable. Mais surtout ne pas manipuler, parce que le Créateur a tout mis dans la biologie et le distille progressivement jusqu'à l'âge adulte, comme j'essaie de vous le montrer. L'homme, donc, peut être époux et père, mais il sera un homme, et aujourd'hui, il est nécessaire de faire un gros travail pour montrer à l'homme combien c'est grand ce que Dieu lui a donné. Parce que la société ne s'en occupe pas en ce moment. La société, en ce moment, est un peu à nous pousser de nous armer hommes contre femmes, alors que non, on est... Et donc, nos enfants ont besoin d'entendre qu'il est beau d'être de leur sexe. Et donc, ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'un début de toute la grandeur de la féminité, la masculinité, tout ce don que nous sommes les uns pour les autres. Et en fait, une fois qu'on ouvre notre œil, enfin moi, personnellement, René, chaque fois que je rentre chez mon épouse après avoir donné une conférence, j'essaie de le mettre en pratique et de voir la beauté du cœur de mon épouse. Vous voyez, et je pense qu'elle fait la même chose pour moi, parce qu'après toutes ces années, elle dit qu'elle m'aime encore. Donc en pratique, aimer la masculinité de son époux, aimer la féminité de son épouse, et aimer le masculin et le féminin dans ses enfants, pour ne plus jamais dire ce que j'ai entendu l'autre jour dire dans un métro, une grand-mère qui dit à son petit-fils, « Toi, t'es gentil, t'es pas comme ton papa. » Si vous voulez détruire l'homme qui est en lui, il n'y aurait que ça à lui dire, n'est-ce pas? Et donc, toi, tu es gentil, un gars comme toi, c'est un gars comme ça que j'aurais voulu épouser. Là, ça devient intéressant. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Je ne sais pas si c'est cette phrase exactement, mais montrer la beauté et la grandeur. Parce qu'un homme gentil, c'est extraordinaire, en effet. Donc, aider chacun à devenir ce qu'il est, mais sans en faire un unique sexe, parce que être unisexe, ça serait supprimer tous les dons que Dieu nous a donnés. Ce serait catastrophique. Ce serait catastrophique. Écoutez, en ce moment, il y a une petite publicité pour que les hommes se rasent les poils, par exemple. C'est pathétique, quand même. Le Créateur a donné des poils à l'homme, il faudrait les raser sur le torse. Mais qu'est-ce que c'est que cette mode affreuse? Laissons la masculinité, la féminité s'exercer, c'est un don de Dieu. C'est un don de Dieu. Et donc, c'est pour qu'ensemble, on soit aptes. Donc, souvenons-nous qu'on n'est pas homme pour soi, on n'est pas femme pour soi, on est homme ou femme pour l'autre, pour nos enfants, pour la société. Donc c'est motivant. Un jeune gars qui dit « Oh, moi, si... » Attends, petit gars, on compte sur toi, hein, parce que dans 10 ans, c'est toi qui va assurer. C'est toi qui seras l'homme de la situation. Donc ça vaut le coup de se préparer, si on sait que c'est pour les autres.
Et personne ne peut exceller en tout. On ne peut pas être à la fois les experts en empathie émotionnelle, les experts en empathie cognitive. On ne peut pas tout faire à la fois, sinon on s'en mêle les pédales. On ne peut pas être à la fois en permanence. S'il n'y avait pas des êtres parmi nous qui ne pensent pas à l'émotionnel, qu'est-ce qu'on ferait? On pourrait faire des grosses bêtises. Il faut vraiment que le rationnel, certains soient des spécialistes du rationnel, et d'autres de l'émotionnel. C'est extraordinaire. Et puis, il y a beaucoup la suppléance. On arrive sur la fin, ne vous découragez pas. Il y a beaucoup la suppléance. C'est-à-dire que ma femme développe des aptitudes parce que moi, je ne les ai pas. Vous voyez ce que je veux dire? Elle a développé des aptitudes parce que je ne les ai pas. Et nos enfants en avaient besoin, alors elle les a développées. Et inversement, j'espère, j'ai développé quelques aptitudes parce qu'il semblait que c'était moi qui les avais. Et donc, en fait, on fait de la suppléance. Le Créateur a prévu qu'il y ait une certaine suppléance entre nous. Les forces sont là parce qu'il y a des faiblesses. Il n'y a pas de vie sans vulnérabilité. Il n'y a pas de vie sans vulnérabilité. Et donc, Dieu a donné des forces à certains, en certaines choses, à certains moments de la vie, pour que la vulnérabilité puisse vivre, qui est le cœur même de la vie. La vulnérabilité, c'est la vie. Et donc, en fait, nous sommes tous en suppléance. Donc, on regarde autour de nous, qu'est-ce que je peux faire là, maintenant, là, pour développer quelle capacité pour que la vie soit meilleure, qu'il y ait une meilleure écologie humaine. Donc, on développe nos aptitudes selon les fonctions de l'entourage. Par exemple, si un conjoint, homme ou femme, est très doux avec les enfants, l'autre développe son aptitude à rappeler les règles. Je me rappelle d'une de mes patientes qui disait « Je me suis séparée de mon mari parce qu'on n'avait pas les mêmes principes d'éducation. » Quelle tristesse! Parce que l'enfant a à la fois besoin de tendresse et du rappel des règles. Ensemble, il pouvait aller loin. Elle a été mal orientée. Et donc, vraiment, ensemble, on peut faire des choses que seul on ne pourrait pas. Voilà, donc j'ai essayé de vous montrer ça. Et donc, si certains sont intéressés, ils peuvent trouver pas mal de petites choses.